Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'affaire Benalla. Alors pour être tout à fait exact, je vais vous parler un petit peu de l'affaire Benalla, c'est-à-dire vous donner les grandes lignes de cette affaire, et pour plus de détails je vous renvoie à des liens que je vous mets dans la description qui vous permettront de creuser si vous avez vraiment envie d'entrer dans le détail de ce qu'est cette affaire. Mais moi ce qui va m'intéresser, c'est surtout la question institutionnelle que pose l'affaire Benalla. Parce qu'aujourd'hui on est arrivé dans une situation où on se rend compte que cette affaire pose tout simplement un problème institutionnel. Elle est devenue une affaire d'État, et cette affaire d'État est en train de devenir une crise de régime. Actuellement, vous le savez, nous vivons sous le régime de la 5e République. C'est notre constitution, la constitution étant le texte qui organise l'ensemble de la vie en société, avec la définition des pouvoirs du président de la République, les pouvoirs du gouvernement, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, les droits et devoirs des citoyens, et ainsi de suite. Ce texte, il est fondateur de notre vie en société, de notre vie en commun. Et là, dans la situation actuelle, il est impuissant à régler le problème de l'affaire Benalla par une solution institutionnelle, parce qu'il ne prévoit pas ce genre de situation, et parce que la Constitution de la 5e République donne tous les pouvoirs à un seul homme, le président de la République, qui est actuellement Emmanuel Macron, qui n'est responsable devant personne, c'est-à-dire qu'il n'est responsable ni devant l'Assemblée, ni devant les citoyens eux-mêmes, si ce n'est au bout de 5 ans, à la fin de son élection, et donc s'il commet de grosses bêtises, comme c'est le cas avec l'affaire Benalla, et c'est un euphémisme, eh bien on n'a aucun moyen d'agir pour le punir ou pour le dégager si besoin en est. Donc moi dans cette vidéo, ce qui va m'intéresser, c'est certes un petit peu l'affaire Benalla pour vous montrer les problèmes qu'elle pose, mais aussi et surtout les problèmes institutionnels qu'elle pose et les moyens qu'on pourrait avoir de sortir de cette crise institutionnelle avec un autre système qui serait celui d'une nouvelle république. Voilà tout ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo qui va être nécessairement un petit peu longue parce qu'il va s'agir de problèmes complexes et donc pour les traiter il faut nécessairement entrer un petit peu dans le détail et ça prend du temps. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier les 600 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne lors de ma dernière vidéo qui était maintenant il y a un mois et du coup présenter mes excuses à celles et ceux qui sont abonnés depuis longtemps à cette chaîne et qui n'ont pas eu de vidéo pendant un mois. Je suis désolé, j'ai eu beaucoup de choses à faire et je vous en parlerai en fin de vidéo pour ne pas rallonger davantage cette introduction. En attendant, je vous parle de l'affaire Benalla-Macron. Allez, c'est parti. Alors d'abord, qu'est-ce que l'affaire Benalla si on essaye de la résumer? Je préfère vous prévenir, c'est un résumé qui va être un peu long. Cette affaire, elle part d'une vidéo dans laquelle le journal Le Monde a identifié un collaborateur du président de la République qui s'appelle Alexandre Benalla. Alexandre Benalla est chef de cabinet adjoint du président de la République et dans cette vidéo, on le voit violenter un manifestant lors des manifestations du 1er mai. Dans cette vidéo, on voit qu'Alexandre Benalla est équipé d'un casque de CRS qui n'est pas une situation normale pour n'importe quel citoyen dans la vie quotidienne. Et puis il y a rapidement d'autres éléments qui apparaissent. On se rend compte que c'est pas un mais deux manifestants qui l'a violenté. Et puis il y a une autre vidéo qui révèle aussi qu'il s'en était pris auparavant à d'autres personnes en amont de la manifestation. Il y a de nouveau d'autres éléments qui sont révélés et notamment le fait que ce 1er mai, Alexandre Benalla disposait d'un brassard de police et d'une radio de la police. Or tout ça, eh bien c'est interdit par la loi. Déjà bon, violenter des gens, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est interdit par la loi. Mais en plus d'avoir violenté des individus, eh bien Alexandre Benalla avait aussi des insignes de la police et notamment ce brassard et cette radio. Or ça, eh bien quand on agit avec, c'est puni par l'article 433-12 du code pénal. Cet article dispose en effet qu'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour toute personne agissant sans titre de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de cette fonction. Donc là, on est exactement dans ce cas-là, puisque Alexandre Benalla agit comme un policier alors qu'il ne l'est pas. Alors dans cette vidéo qui a lancé l'affaire Benalla-Macron, on voit aussi deux autres hommes. D'abord le commissaire Mizerski, qui était censé accompagner, on l'a appris après, Alexandre Benalla lors de ces manifestations du 1er mai, et qui le laisse agir sans rien faire. Ce Mizerski qui a un rôle trouble, puisqu'il était aussi présent à la manifestation hommage à Mireille Knoll, dans laquelle, en réalité, il a joué un jeu bizarre, puisqu'il a demandé aux députés de la France Insoumise, qui étaient pourtant en écharpe, de quitter cette manifestation, tandis que, bien de l'autre côté, Marine Le Pen était réintégrée et protégée par un cordon de CRS. Donc il y a eu un traitement différentiel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui est un petit peu étrange et un petit peu trouble. Mais il y a une autre personne qui est présente sur la vidéo du 1er mai, dans laquelle on voit donc Alexandre Benalla frapper un manifestant, c'est Vincent Kras, qui est
collaborateur de La République En Marche. En fait, il est responsable des questions de sécurité à La République En Marche, et dans cette vidéo, on le voit participer aux actes délictueux commis par Alexandre Benalla. Et on a appris ensuite qu'en plus, il avait une arme qu'il portait sans autorisation, ce qui est évidemment puni par le code pénal. Donc on est là sur une situation où il y a des actes très graves qui sont commis, qui sont punis par la loi et par le code pénal, puisqu'il y a un collaborateur du président de la République qui commet des violences et qui porte des insignes policiers sans en avoir l'autorisation, et puis qu'il y a un collaborateur de la République En Marche qui se trouve dans la même situation, et c'est pas n'importe quel collaborateur dans les deux cas, puisque pour l'un il s'agit du chef adjoint du cabinet du président de la République, et pour l'autre il s'agit du responsable de la sécurité du parti présidentiel qui est actuellement au pouvoir. Alors là je tiens à faire une parenthèse parce que j'ai vu plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux, en particulier de la République En Marche, mais aussi de certaines personnes qui sont plus à droite que la République En Marche, qui disaient finalement que ces deux manifestants qu'on voit sur la vidéo du 1er mai avaient été violents et que donc ils auraient en quelque sorte mérité ce qui leur arrivait. Eh bien les gens qui posent cette question posent en réalité un faux problème, parce que la question qui se pose ici, c'est pas celle-ci, c'est pas celle de savoir si oui ou non ils ont mérité d'être interpellés, c'est celle de savoir qui est responsable de faire une interpellation de police. Et en l'occurrence, c'est la police qui est responsable de faire des interpellations et qui est responsable du maintien de l'ordre. C'est pas le collaborateur du président de la République qui doit le faire, c'est pas le collaborateur du parti présidentiel qui doit le faire, parce qu'une situation comme celle-ci, ça s'appelle une milice privée et ça n'a pas sa place en République. Donc la question n'est pas de savoir ce qu'ont fait les gens avant qu'il leur arrive ce qui leur est arrivé, la question est de savoir qui est légitime à les interpeller si d'aventure il fallait le faire. Or là, c'est certainement pas à Alexandre Benalla et à Vincent Crase d'interpeller qui que ce soit. Mais revenons donc à l'affaire Benalla et au déroulement de cette affaire. Le 18 juillet 2018, Le Monde sort donc son article dans lequel il a identifié Alexandre Benalla comme un collaborateur du président de la République en train de frapper des manifestants. Très vite, étant donné la personne qui emploie ce monsieur Benalla, eh bien des comptes sont demandés à l'Élysée et à Emmanuel Macron. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 19 juillet au matin, il y a une conférence de presse qui est réalisée par Bruno Roger-Petit, le porte-parole de l'Élysée, et ancien journaliste neutre et objectif chez Challenge, qui fait une très courte déclaration dans laquelle il explique deux choses. Premièrement, que Alexandre Benalla et Vincent Crase sont allés le 1er mai en tant qu'observateurs à la manifestation sur un jour de repos, et deuxièmement, que la hiérarchie a été informée des actes qu'ils ont commis sur place, et que les deux ont été mis à pied pour 15 jours avec suspension de salaire. Et c'est à ce moment-là que commence déjà en réalité l'affaire d'État, parce que l'article 40 du Code pénal dispose la chose suivante. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Donc à partir du moment où la hiérarchie d'Alexandre Benalla était au courant du fait qu'il avait commis des actes délictueux sur la voie publique le 1er mai, ainsi que monsieur Crase, normalement, il aurait dû être porté à la connaissance du procureur de la République que ces actes délictueux avaient été commis. Or cela n'a pas été fait et on s'est contenté d'une mise à pied avec, nous dit-on à ce moment-là, une suspension de salaire, mais on va voir que c'est un petit peu différent. Donc là, il y a un premier problème, c'est qu'en réalité, la hiérarchie d'Alexandre Benalla, et on apprendra plus tard que c'est remonté jusqu'au niveau de Macron lui-même, a couvert ces actes. C'est-à-dire qu'elle ne les a pas envoyés au procureur de la République, libre à lui ensuite d'en faire ce qu'il devait en faire. Et ça, ça s'appelle couvrir des délinquants concrètement. Arrive alors un nouvel élément dans cette affaire, c'est que pendant ce temps-là, l'Assemblée est en train de débattre sur le projet de réforme constitutionnelle voulu par le président de la République, Emmanuel Macron, principalement pour diminuer les pouvoirs du Parlement et renforcer ses propres pouvoirs par le jeu d'échange que cela produit. Et bien pendant ces débats sur la réforme constitutionnelle, largement perturbés par cette affaire Benalla-Macron qui commence à émerger, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, vient contredire la version de l'Élysée en affirmant que personne n'était au courant en gros du fait que Benalla et Crase étaient présents le 1er mai lors de la manifestation. Donc il y a deux versions, celle de l'Élysée qui dit une chose et celle de la ministre de la Justice qui dit autre chose, et les deux versions ne concordent pas. Et c'est là que la séance à l'Assemblée nationale commence à dérailler, puisque l'opposition va multiplier les rappels au règlement pour en fait bloquer le débat sur le Conseil constitutionnel et obtenir des réponses très concrètes sur l'affaire Benalla qui est en train de se déclencher. Alors l'opposition demande deux choses très simples. Premièrement, la tenue d'une commission d'enquête
Et deuxièmement, la venue d'un ministre dans l'hémicycle pour avoir des explications politiques sur les actes commis par M. Benalla et par M. Kras. Alors évidemment, La République En Marche essaye de freiner ces demandes et essaye de les empêcher d'aboutir. Face au blocage, eh bien, le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, propose une motion de censure contre le gouvernement pour en fait contraindre le Premier ministre à venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale, puisque quand on dépose une motion de censure, eh bien, on oblige le gouvernement à venir s'expliquer devant les représentants de la nation. Si aucun ministre ne veut venir, ni ce soir, ni demain, alors notre responsabilité de parlementaires, de députés de la nation est engagée. Nous proposons à nos collègues des autres groupes, quels qu'ils soient, de déposer ensemble une motion de censure qui obligerait le gouvernement à venir s'expliquer devant la représentation nationale et à rendre des comptes sur l'ensemble de ces événements dont je viens de résumer en quelques mots la portée qui dorénavant devient un problème politique majeur. Finalement, la séance reste bloquée. De chaque côté de l'hémicycle, eh bien, on multiplie les rappels au règlement pour obtenir la commission d'enquête. Et le 19 au soir, La République En Marche finit par craquer et par accorder cette commission d'enquête qui sera au final la commission des lois qui est transformée en commission d'enquête, ce qui est un acte assez fort puisque la commission des lois a des moyens propres qui sont extrêmement importants et qui donc sont plus nombreux et plus puissants qu'une commission d'enquête ad hoc qui aurait eu des moyens moins importants. Donc au final, après une journée d'attente et de tergiversation, eh bien on arrive à une situation où l'affaire Benalla devient grave puisque c'est la commission des lois elle-même qui devient la commission d'enquête, ce qui est une situation assez inédite sous la Ve République. Alors le lendemain, c'est-à-dire le 20 juillet, les débats à l'Assemblée nationale continuent autour de cette affaire Benalla-Macron et le litige porte sur plusieurs points. D'abord, il y a un litige entre La République En Marche et le reste de l'hémicycle sur les personnes qui devraient être auditionnées dans cette commission d'enquête, puisque l'opposition veut évidemment remonter assez rapidement au plus haut niveau de l'État, et en particulier au chef de l'État lui-même, puisque de toute évidence, il est responsable dans la chaîne hiérarchique d'Alexandre Benalla. Et puis, de l'autre, La République En Marche qui évidemment veut plutôt interroger des gens moins haut placés dans la hiérarchie pour faire de cette affaire d'État une petite affaire sans importance. Deuxième point de débat et de crispation entre La République En Marche et les autres, eh bien c'est sur la publicité des débats, c'est-à-dire sur est-ce que oui ou non les débats vont être filmés et diffusés en direct afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens de suivre l'ensemble des débats. La République En Marche y était opposée, l'opposition à La République En Marche y était favorable évidemment, et puis finalement c'est donc l'opposition qui a gagné puisque maintenant vous êtes très nombreux et très nombreuses à avoir regardé le site de l'Assemblée, à avoir regardé LCP et à avoir suivi avec une grande attention toutes ces auditions qui se produisent dans cette commission d'enquête. Et puis il y a une dernière question qui se pose à l'Assemblée nationale ce 20 juillet, c'est celle de la venue d'un ministre pour venir s'expliquer devant la représentation nationale. Puisque la Constitution prévoit dans son article 50-1 qu'il est possible à un groupe parlementaire de convoquer le Premier ministre pour lui demander de venir s'expliquer sur un point avec ensuite un débat et qui fait ou non l'objet d'un vote à la fin du débat. Là, c'est ce qu'ont demandé deux présidents de groupe, Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise, et Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui ont envoyé une lettre, un courrier au Premier ministre pour lui demander, en vertu de cet article 50-1 de la Constitution, de se rendre devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur cette affaire Benalla. La réponse à ce courrier n'est finalement arrivée que 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 24 juillet, et en plus, cette réponse était négative, c'est-à-dire que le Premier ministre refusait de se rendre devant l'Assemblée nationale en vertu de l'article 50-1 de la Constitution. Par contre, le Premier ministre avait décidé de s'exprimer à l'occasion d'une étape du Tour de France devant les caméras des médias, plutôt que devant les représentants de la nation. Le 21 juillet, c'est une nouvelle journée de blocage à l'Assemblée nationale, toujours sur la question de la commission d'enquête, et finalement, c'est l'opposition qui aura réussi à obtenir gain de cause, au minimum, sur la publicité des débats, même si elle ne l'a pas obtenu, sur les personnes qui devaient être auditionnées dans cette commission d'enquête. Le 22 juillet, face au blocage général de l'Assemblée nationale, le gouvernement décide de suspendre sa réforme constitutionnelle, de suspendre l'examen de sa réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Le 23 juillet commencent les auditions à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête, avec notamment le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui affirme ne pas connaître Alexandre Benalla, ce qui provoque évidemment la surprise et l'indignation dans la salle, et il a aussi dit, tout ça se fait sous serment, donc c'est pour vous dire à quel point ce genre de ministre considère avec sérieux la prestation de serment, mais il a aussi dit qu'il avait déjeuné ou dîné, je me souviens plus, avec le président de la République et qu'ils avaient le moins possible parlé de l'affaire Benalla. Donc
il y a même eu des... Je veux dire, c'était tellement honteux comme réponse, et tellement mensonger du coup comme réponse, qu'il y a eu des rires dans la commission d'enquête, pour vous dire à quel point tout le monde était conscient dès ce moment-là que le ministre de l'Intérieur était en train de mentir en réalité. Mais au final, toutes ces auditions qui se déroulent dans la commission d'enquête, petit à petit, font remonter la responsabilité, au final, vers la seule personne qui est responsable politiquement, c'est-à-dire le président de la République lui-même. Parce que entre le 18 juillet où a commencé l'affaire et le 23 juillet où ont commencé les auditions à l'Assemblée nationale, eh bien il y a eu tout un tas de révélations que sont venues compléter les auditions à l'Assemblée nationale. On a appris notamment que pendant toute la période durant laquelle il était censé être mis à pied, Alexandre Benalla avait en réalité continué à travailler, puisque on l'a vu le 5 juillet à l'hommage à Simone Veil, on l'a vu le 13 juillet à Giverny, on l'a vu au défilé du 14 juillet, et on l'a vu dans le bus des Bleus le 16 juillet. Autant dire que pour une mise à pied, c'est une mise à pied pour le moins légère qui lui permettait quand même de continuer à assurer un certain nombre de missions auprès du président de la République. Et puis on a aussi appris, et c'est sans doute le plus cocasse, que ce qui s'appelait une mise à pied avec suspension de salaire était en fait des vacances. C'est-à-dire que, comme il n'avait pas pris assez de vacances avant, ils ont décidé de lui faire prendre des vacances de force à ce moment-là, parce que comme ça, scrogneux, il aurait pas le droit de travailler, une suspension de salaire, parce qu'en réalité, sinon, il aurait fallu lui payer ses vacances. Hein. Dis donc, grosse punition pour quelqu'un qui n'a pas respecté donc le code pénal. Voilà où on en était le 23 juillet. Le lendemain du 23 juillet, c'est-à-dire le 24 juillet, au matin, le groupe Les Républicains annonce le dépôt d'une motion de censure pour bien contraindre le gouvernement à finalement venir s'expliquer devant la représentation nationale. Cette motion de censure sera rejointe par une autre qui viendra de l'autre côté de l'hémicycle le 27 juillet, qui a été portée notamment par Jean-Luc Mélenchon dès le 19 juillet et qui est portée au final par la France Insoumise, les socialistes et les communistes qui ont donc signé ensemble une motion de censure. Et pour ce qui est de la France Insoumise en tout cas, Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait les deux motions de censure afin de peser contre le gouvernement. Et le 24 juillet dans l'après-midi, eh bien, la séance de questions au gouvernement se transforme en un véritable réquisitoire contre la politique d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre, Édouard Philippe. Bon alors, sauf pour les députés de La République En Marche, qui eux avaient tout un tas de questions à poser sur tout un tas de sujets, mais alors aucune sur l'affaire Benalla-Macron. Dans cette séance de questions au gouvernement, il y a notamment une magnifique intervention de Jean-Luc Mélenchon, à laquelle je vous renvoie en lien dans cette description, qui interpelle le Premier ministre sur la question de la vertu dans l'exercice du pouvoir. C'était très intéressant et la réponse d'Édouard Philippe étant complètement à côté de la plaque, ça montre à quel point il était gêné de répondre à la question qui était réellement posée, qui était donc celle de la vertu. Il n'y a pas d'État républicain dans ces conditions. Alors, puisque les fautes sont avérées, monsieur, quelles mesures comptez-vous prendre? Quelles sanctions politiques comptez-vous prendre autour de vous pour que la vertu soit rétablie dans l'État? Et finalement, le soir du 24 juillet, coup de théâtre, puisque après s'être muré dans un silence qui aura duré 6 jours au final, le président de la République Emmanuel Macron décide de prendre la parole dans une occasion en plus complètement absurde qui est celle d'un pot de fin d'année des parlementaires de la République En Marche. Et donc devant à la fois un parterre de députés, dont certains sont membres de la commission d'enquête, devant le président de l'Assemblée nationale, devant la présidente de la commission des lois, devant son propre gouvernement, eh bien Emmanuel Macron, au mépris total de la séparation des pouvoirs, prend la parole pour parler d'une affaire qui est en cours et qui l'implique très directement. Et là, en plus, il prend la parole pour dire ce que désormais tout le monde savait déjà, à savoir qu'il est le responsable politique de cette affaire, puisqu'il l'a su dès le 2 mai que Alexandre Benalla avait commis les actes qu'il avait commis et qu'il a validé la sanction, c'est-à-dire la non-sanction au final, qui a été prise contre Alexandre Benalla, à savoir lui donner des vacances. Et là, on a vu le chef de l'État dans une situation absurde et problématique du point de vue de la séparation des pouvoirs, défendre Alexandre Benalla, le faire applaudir même, et puis ensuite dire qu'il se sentait trahi et dire qu'il était donc l'unique responsable, et il ajoute « S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher ». Et c'est là qu'on entre vraiment dans le dur de la crise institutionnelle et même de la crise de régime, parce que je vous l'ai dit, d'abord il fait ce discours devant un parterre où il y a des députés, le président de l'Assemblée, la présidente de la Commission, donc au mépris de la séparation des pouvoirs. Ensuite il dit qu'ils viennent me chercher et il assume la responsabilité politique. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen constitutionnel de venir chercher le président de la République. Il n'y a aucun moyen pour les parlementaires de, par exemple, engager la responsabilité du président de la République. Donc on a quelqu'un qui est le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, qui assume
publiquement la responsabilité politique qui est la sienne dans le cadre de l'affaire qui porte son nom et celle de M. Benalla. Et il fait ça après que ses sous-fifres, les députés de La République En Marche, aient dit exactement l'inverse pendant plusieurs jours en disant « Mais non, le président n'est pas au courant, il sait rien de tout ça, c'est l'affaire d'un seul homme, M. Benalla, peut-être de M. Kras, etc. » Et lui, il prend complètement le contre-pied, et du coup, le lendemain, on a retrouvé les mêmes qui disaient que le président était au courant de rien dans les médias, en train de dire que oui, il savait et qu'il avait pris la bonne décision en faisant une mise à pied de 15 jours avec suspension à salaire, dont on a appris donc que c'était des vacances. Et là, Emmanuel Macron, en disant qu'ils viennent me chercher, s'ils veulent un responsable, qu'ils viennent me chercher, il sait pertinemment ce qu'il fait. Parce que lui n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'il n'est responsable ni devant l'Assemblée, ni devant le peuple, sauf si on considère qu'il est responsable une fois tous les 5 ans. Et en disant « venez me chercher », en fait, c'est une provocation contre le peuple et l'Assemblée. Et finalement, la seule solution qui existe, c'est donc une solution de type révolutionnaire ou insurrectionnelle, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen d'aller chercher Macron, elle passe nécessairement par autre chose que le cadre des institutions. Donc en disant ça, il savait pertinemment ce qu'il faisait, et c'est en quelque sorte une mise au défi du peuple et de l'Assemblée nationale. Et les gens ne s'y sont pas trompés. Ils l'ont fait de manière symbolique avec le hashtag « Allons chercher Macron » sur les réseaux sociaux, mais les images que diffusaient les gens sur ces réseaux sociaux, c'était des images de la Révolution française. C'était des images de périodes révolutionnaires, la Révolution de 1789, la Révolution de 1848, mais d'une manière générale, les images qui étaient diffusées faisaient référence à une logique insurrectionnelle, puisque la situation institutionnelle était bloquée par cette déclaration du président de la République. Alors sur les réseaux sociaux, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui disaient « il faut engager une procédure de destitution du président de la République ». Ça c'est bien gentil, mais c'est rigoureusement impossible en l'état actuel des choses, parce que la destitution du président de la République, elle est prévue par l'article 68 de la Constitution, mais il y a plusieurs étapes qui laisse à penser que ça serait impossible d'en arriver à une telle situation. D'abord, premier point, il faut qu'il y ait eu un manquement à ses devoirs du président de la République, manifestement incompatible à l'exercice de son mandat. Donc là, on n'est pas vraiment dans cette situation-là, mais admettons qu'on y soit. Ensuite, il faudrait que le Parlement se constitue en haute cour à l'initiative de l'une ou l'autre des assemblées. Or, ça n'arrivera pas, puisque aucune de ces deux assemblées, que ce soit le Sénat ou que ce soit l'Assemblée nationale, ne se constituera en haute cour pour juger le président de la République. Mais admettons même qu'il y en ait une qui le fasse, par exemple le Sénat, puisque dans l'Assemblée nationale, il y a peu de chances que l'Assemblée nationale, qui est composée quasi que de En Marche, décide de aller destituer le président de la République, qui fait que eux-mêmes tiennent par la tête qui gouverne et dont ils sont en fait les féodaux. Et bien quand bien même il y aurait une des deux assemblées qui déciderait qu'il faut se constituer en haute cour, les décisions de cette haute cour sont prises à la majorité des 2/3, et donc pour destituer le président de la République, il faudrait qu'il y ait les 2/3 du Parlement constitués en haute cour qui votent pour la destitution du président de la République, sachant que seules les voix pour sont prises en compte et que c'est pas juste à une majorité simple, c'est une majorité des 2/3 et il faut qu'il y ait les 2/3 du Parlement qui votent pour la destitution du président de la République, donc ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible en l'état actuel de la représentation nationale. Alors du coup, la seule solution qui reste pour obtenir une responsabilité politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est finalement celle qui avait été proposée par Jean-Luc Mélenchon dès le 19 juillet, à savoir la motion de censure du gouvernement pour l'obliger à venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale et aussi pour permettre aux membres de l'opposition d'expliquer pourquoi ils sont opposés au gouvernement dans cette situation. Alors au moment où je tourne cette vidéo, la motion de censure n'a été ni débattue ni votée, donc je ne sais pas quel va être le résultat, mais on peut d'ores et déjà prévoir que cette motion de censure ne passera pas, puisqu'il y a tellement de députés La République En Marche à l'Assemblée nationale qu'il est quasi impossible, à moins que des députés La République En Marche décident du contraire, que cette motion de censure passe. Surtout que là aussi, seules les voix pour sont comptées, c'est-à-dire que pour voter une motion de censure, il faut voter pour la motion de censure, c'est-à-dire contre le gouvernement, mais ça c'est les seuls votes qui sont pris en compte. Les abstentions et les votes contre ne sont pas pris en compte, ils n'existent pas, et donc ça veut dire que si on ne vote pas la censure du gouvernement, on considère qu'on a confiance dans le gouvernement, quand bien même il s'agit d'un gouvernement de menteurs. Donc là, eh bien, on va être bloqué pour cette motion de censure par la logique majoritaire qui est celle de la Ve République, dans laquelle
Les élections législatives arrivent en plus juste après l'élection présidentielle depuis que le calendrier électoral entre les deux a été inversé et que juste il y a l'élection présidentielle et directement les législatives. Or lors des dernières législatives, il y avait eu une abstention record et c'était à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron et donc La République En Marche avait emporté un grand nombre de sièges. Mais si on se réfère à la situation politique issue de l'élection présidentielle, on s'aperçoit qu'en fait Emmanuel Macron est en train de gouverner avec une base extrêmement réduite puisque moi, je fais le pari que dans cette motion de censure, eh bien, les groupes d'opposition qui ont déposé une motion de censure vont tous voter pour la censure et donc contre le gouvernement, et que donc l'opposition au gouvernement va s'alourdir, puisqu'il y avait lors du premier vote de confiance du gouvernement plusieurs personnes, notamment au PS, qui avaient voté, certains pour la confiance, certains s'étaient abstenus, et un petit nombre avaient voté contre la confiance. Mais donc là, on arrive dans une situation nouvelle où, en gros, tous ceux qui ne sont pas à La République En Marche ou le MoDem sont contre le gouvernement. Et du coup, si on se réfère à l'élection présidentielle, eh bien ça veut dire qu'Emmanuel Macron gouverne sur une toute petite base. Il avait réalisé 24% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle, et tous ceux qui sont dans l'Assemblée nationale et qui étaient donc aussi ses adversaires politiques lors de l'élection présidentielle, désormais sont contre lui, c'est-à-dire qu'il gouverne en gros à 24 contre 76. Et encore, ça c'est si on admet l'idée que tous les gens qui ont voté pour lui sont d'accord avec la politique qu'il est en train de mettre en œuvre. Et de toute évidence, compte tenu des différents sondages qu'on a pu voir récemment, notamment sur cette affaire Benalla, eh bien il y a une grosse partie des membres de La République En Marche ou des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle qui sont désormais déçus de ce que fait le président de la République. Donc là, on se retrouve dans une situation où il y a un homme, le président de la République Emmanuel Macron, qui est isolé politiquement, puisque les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, qui certes ne représentent pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais qui la représentent si on se réfère au score de l'élection présidentielle, eh bien sont contre lui. C'est-à-dire que pendant les 4 prochaines années, Emmanuel Macron, en gros, va continuer à faire les réformes pro-riches et anti-pauvres qu'il est en train de mener depuis le début de son quinquennat, sans qu'il y ait aucun moyen de le dégager d'un point de vue institutionnel. Le seul moyen qui existe, et j'en ai parlé tout à l'heure, il est désormais insurrectionnel, c'est tout. Si on veut s'en débarrasser avant la fin de son mandat, le seul moyen qui existe est insurrectionnel, et il n'y a aucun moyen institutionnel qui permettrait de changer de politique et de changer de président de la République. Du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur l'affaire Benalla-Macron, parce que, pour une fois, eh bien, tous les problèmes qui sont liés à la Ve République sont posés de manière crue et de manière parfaitement visible. Surtout que comme le président de la République fait le kéké, ça aide à bien comprendre la nature du problème. Qu'ils viennent le chercher. Et c'est d'autant plus intéressant que cette affaire Macron-Benalla, elle est arrivée en plein pendant l'examen du projet de réforme constitutionnelle voulu par Emmanuel Macron. Un projet de réforme constitutionnelle dans laquelle il voulait en réalité renforcer ses pouvoirs en diminuant ceux du Parlement, et notamment en diminuant le nombre de parlementaires, en diminuant les prérogatives des parlementaires, notamment sur le droit d'amendement, sur la décision de l'agenda de l'Assemblée nationale et un certain nombre d'autres choses que je vous épargne pour l'heure. Or là, on a vu à quel point l'Assemblée nationale avait pu jouer un rôle de contre-pouvoir qui est normalement le sien dans la Constitution et qui petit à petit a été diminué par une série de réformes constitutionnelles et aussi par une pratique de l'action présidentielle au fil des ans. C'est pourquoi désormais il devient évident à de plus en plus de gens qu'il est temps de changer de constitution et de tout remettre à plat, puisque c'est la constitution de la Ve République qui provoque les blocages dans lesquels on se trouve désormais. Cette proposition de changer de constitution et de passer à une 6e République, c'était celle notamment de la France Insoumise pendant l'élection présidentielle, qui proposait de faire ce qu'on appelle une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée dont le rôle serait de rédiger une nouvelle constitution et qui pourrait le faire en lien permanent avec le peuple. Et pour que cette assemblée soit complètement nouvelle et donne un peu d'air frais dans cette vie politique, eh bien il serait interdit aux élus des assemblées de la Ve République de participer à cette assemblée constituante et de faire partie des constituants. D'autre part, il était aussi proposé que cette assemblée soit en partie tirée au sort de manière à assurer une représentation sociologique de la population française et pas seulement une représentation politique qui est nécessaire et qui passe cette fois-ci par le cadre de l'élection. Et puis à la fin, cette assemblée représentative pourrait présenter son texte à référendum du peuple français avec 2 options. Première option, le texte est adopté et on passe à une 6e République. Deuxième option, le texte est repoussé et il faut alors définir les moyens de rédiger une nouvelle constitution qui, pareil, passera par référendum jusqu'à ce que une constitution qui convient à l'ensemble du peuple français soit adoptée.
Et si on y réfléchit bien, eh bien cette nouvelle constitution pourrait permettre de régler un certain nombre de problèmes. Dans cette vidéo, j'ai à chaque fois cité les articles de la constitution qui provoquent ou les blocages ou les solutions, mais qui ne sont pas parfaitement utilisables compte tenu du fait qu'il y a une logique majoritaire extrêmement forte dans la Ve République qui bloque tout. Eh bien on pourrait proposer que dans cette nouvelle constitution, les élections législatives par exemple, soit proportionnelles, soit totalement, soit en partie, soit d'une manière qui permette en tout cas qu'il y ait des contre-pouvoirs à l'intérieur de l'Assemblée législative. Autre possibilité, eh bien on pourrait proposer que les citoyens puissent avoir eux-mêmes l'initiative de la loi ou puissent eux-mêmes proposer des référendums pour ou contre certaines lois. Et puis dernière possibilité qui aurait pu être ici une solution institutionnelle à la crise de régime dans laquelle on est entré, eh bien c'est celle du référendum révocatoire qui pourrait permettre de dégager un élu en cours de mandat. Comment ça se passerait? Eh bien c'est très simple. Un certain nombre de citoyens qui restent à déterminer pourraient provoquer un référendum sur un mandat, n'importe lequel, celui du président de la République, celui d'un ministre, celui d'un élu de l'Assemblée nationale, et même, pourquoi pas, d'élus locaux. Et ensuite, se tiendrait donc un référendum sur, en gros, êtes-vous pour ou contre que cette personne continue à exercer son mandat jusqu'à la fin de ce mandat? Si les gens votent oui, et ben à ce moment-là, la personne reste. Et si les gens votent non, et bien à ce moment-là, la personne dégage. Et on en vient à de nouvelles élections. Et donc, quand Emmanuel Macron dit s'ils veulent un responsable, qu'ils viennent me chercher, la solution pourrait être tout simplement le référendum révocatoire dans ce type de situation. Et ça, c'est ce que propose notamment la France Insoumise dans le cadre d'une 6e République où on changerait de fond en comble la Constitution pour en faire une Constitution qui soit davantage adapté aux besoins du peuple en matière démocratique. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Évidemment, il y aura encore énormément de choses à dire, et notamment sur le rôle de la presse qui a ici joué un double rôle, à la fois un rôle de contre-pouvoir en lançant l'affaire Benalla et en l'alimentant avec un certain nombre d'éléments qui étaient utiles pour la compréhension de la situation, mais aussi en faisant l'étouffoir, et on l'a vu, c'est notamment la presse des milliardaires qui a tenté de jouer l'étouffoir politique de cette affaire, avec une interview de Benalla aux 20h de TF1, avec une de Benalla absolument honteuse du JDD, pour en faire encore le mec sympa, génial et que tout le monde adore. Mais pour parler de ça, il faudrait quasi une vidéo entière, donc je me contente de vous renvoyer vers un cours de l'école de formation de la France Insoumise que j'avais fait avec Lucas Gautron. Je vous mets le lien dans la description. Si la question médiatique vous intéresse, je vous y renvoie. Ça dure 2h30 je crois, donc il faut avoir un petit peu de temps. Mais allez voir, ces questions médiatiques ont été traitées dans le cadre de ce cours. Même si évidemment on ne parle pas de l'affaire Benalla puisqu'elle n'avait pas encore eu lieu à ce moment-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi, si elle vous a plu, à mettre des pouces bleus et à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous passez là pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Je profite du coup de cette vidéo pour dire quelques mots à celles et ceux qui sont abonnés à cette chaîne depuis longtemps, ou bien à celles et ceux qui se sont abonnés récemment mais qui se disaient que je ferais des vidéos plus souvent, pour m'excuser auprès de vous parce que j'ai eu peu de temps pour faire des vidéos récemment. J'ai eu à la fois beaucoup de travail, y compris le week-end, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie personnelle à régler qui ont fait que j'ai eu vraiment peu de temps pour faire des vidéos. Et en plus, pour être honnête, les moments où j'avais du temps pour faire des vidéos, eh bien je m'en suis servi pour faire autre chose, c'est-à-dire aller regarder les matchs de la Coupe du Monde principalement. Mais du coup, je recommence à faire des vidéos, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la prochaine. Je vous parle un petit peu des projets qui sont en cours. J'ai un projet de vidéo sur, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une BD qui a été faite sur la France Insoumise et sur l'après-campagne avec une allégorie de la République qui moi m'intéresse beaucoup et que j'ai beaucoup aimé lire. Donc je vous en parlerai, je ferai une vidéo là-dessus et j'aurai une petite surprise pour vous. Et il y a aussi 2 autres vidéos dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes qui sont en projet depuis du coup maintenant 2 ou 3 mois et qui sont une vidéo sur mon parcours politique et une vidéo sur la question du végétarisme et du véganisme parce que ça fait partie des questions qui m'intéressent. Et du coup, comme j'arrive pas à décider de quelle vidéo je dois faire en premier et par laquelle des deux je dois commencer, je vais vous proposer simplement de voter. Je vais faire un vote, je sais pas où ça se situera, quelque part par là, j'en sais rien. Mais en gros, je vous propose de voter pour me dire laquelle vous voulez que je fasse en premier. Je ferai les deux, je sais pas quand, je ferai les deux. Et du coup, pour m'aider à me décider, je vous propose de voter pour me dire par laquelle je commence. Comme ça m'enlèvera le fait d'avoir à prendre la décision moi-même. Et si jamais le vote là marche pas, je mettrai un truc en commentaire, je sais pas comment je vais faire, mais pour que vous puissiez voter et me dire laquelle vous voulez en premier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était décidément très longue. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis très curieux de voir ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette affaire Benalla-Macron, la manière dont vous analysez les choses. Donc n'hésitez pas sur les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça.
Je les lirai, je sais pas si je pourrais répondre à tous, je suis même sûr que je pourrais pas répondre à tous, mais je les lirai. Et puis voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous redis, mettez un petit pouce bleu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Si jamais vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous, ça se passe quelque part par ici. Et puis en attendant, à tout le monde, je souhaite des bonnes vacances si jamais vous avez des vacances et que vous les avez pas encore prises. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Je crève de chaud, putain.